Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Cameron Mazey, donc je suis moi consultante et formatrice en communication et j'accompagne les porteurs de projets à gagner en visibilité et à organiser des événements comme celui-ci. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt un rôle d'animatrice. C'est moi qui vais poser les questions à Denis et qui vais animer cette rencontre. Je vais donc, moi, en tout cas, poser des questions. Si vous en avez, vous, évidemment, vous pouvez les mettre dans le chat pour éviter d'interrompre quand il y a une présentation ou peut-être couper une phrase. Vous mettez vos questions dans le chat et puis soit moi, je vous donne la parole, soit on pourra comme ça, je présenterai vos questions au fur et à mesure et on pourra comme ça avancer sur la thématique. Voilà. Je laisse Denis se présenter. Voilà, bah, je vais essayer d'être bref, hein. Donc, en fait, voilà, moi, je m'appelle Denis Albarnier. Je vais voir si j'ai peut-être, ah voilà, j'ai peut-être un petit slide ici à vous donner. Mais je suis consultant. Je suis consultant en organisation. Donc, l'idée, c'est d'organiser des diagnostics, principalement de structure, hein, pour les managers, les équipes et bien sûr les organisations. Et un des rôles, c'est évidemment d'accompagner les gens dans le changement, ce qui est en fait aujourd'hui la routine classique, on va dire ça comme ça pour les organisations. J'ai une autre casquette qui est celle de formateur, hein, et de coach certifié. Donc, je suis coach systémique déjà depuis 2015, avec principalement des interventions au niveau individuel et au niveau équipe, avec de temps en temps, mais de moins en moins de formations sur des thèmes bien précis RH qu'on connaît, hein, des questions de temps sur les process, sur le développement, etc. Et alors, la casquette aussi qui est intéressante pour moi, surtout aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'instructeur en mindfulness. Et donc, ça, j'expliquerai un petit peu après, tiens, comment je suis venu et comment j'ai fait le parallèle entre ces deux disciplines, qui est en fait la mindfulness et les organisations, qui apparemment ont l'air d'être deux mondes assez opposés, et en fait, pas du tout. Donc, c'est ça aussi l'idée de cette présentation, c'est aussi de faire un petit peu des ponts finalement entre ces deux mondes et les associer, les réunir. Voilà un petit peu en deux mots, Camille, qui je suis. Et c'est Super, surtout ce que je fais, plutôt. parfait. Merci. Du coup, la manière dont ça va se dérouler, je vous l'ai déjà un peu expliqué, c'est vraiment ce système de questions-réponses. Si vous êtes à l'aise avec Zoom, vous me mettez donc vos questions dans le chat. C'est la petite bulle qui est en bas de votre écran dans la discussion. On peut tester hein, déjà pour voir si vous arrivez tous à trouver votre petite bulle de discussion. Je vous invite à me mettre un petit mot pour me dire ben, votre métier et où vous vous trouvez aujourd'hui, parce qu'on peut avoir des gens qui viennent d'endroits très différents. Hop, je vous laisse. Moi, je peux commencer par mettre un petit message, mais hop, à Thomery, près de Fontainebleau. Parfait. Mhm. Un métier en cours d'invention. Parfait. En process. On se réinvente. Hmm, ça marche. Voilà. Près de Luxembourgville. Top. Ok. Et il me manquerait peut-être Nathalie. Mais j'ai vu que de toute façon, comme vous aviez écrit super dans le chat, je suppose que vous pourrez trouver le chat. En tout cas, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit mot là. On enregistre, pardon Nathalie, on aimerait en tout cas enregistrer cette rencontre pour pouvoir l'utiliser et le diffuser comme replay. Est-ce que ça serait d'accord pour vous? Vous pouvez activer... Oui, c'est Olivier du coup, pas Nathalie, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Avocat. Très bien. Ça marche. Parfait. OK pour l'enregistrement. Eh ben, c'est top. Euh, eh ben, c'est bon pour moi. Pour continuer, on va dire, enfin, avant de rentrer dans le vif du Mhm. sujet, je redonne la parole à Denis pour pouvoir faire un petit temps calme. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est en fait, ça va durer une minute ou deux, c'est une toute petite expérience, simplement déjà pour introduire le sujet.
et simplement bah, de vous laisser guider pendant 1 ou 2 minutes et voir un petit peu ce que ça peut vous amener, en tout cas comme effet, ou pas, hein, c'est à voir. Et donc l'idée, c'est, alors, comme je ne vous vois pas, simplement, je vous donne juste l'information, c'est ou les instructions, simplement bah, de se mettre ou de trouver une posture confortable sur sa chaise. Hein. J'imagine, en tout cas, peut-être que vous êtes sur une chaise. Et donc, simplement de bien vous mettre droit, le dos droit, si possible, que celui-ci ne soit pas en contact avec votre dos, simplement, comme ça vous dégagez bien votre dos. Et vous veillez en fait simplement à ce que vos 2 pieds soient posés sur le sol, tout simplement. Voilà, pour être bien ancré, bien être en contact avec celui-ci. Et puis, ben, vos mains, vous avez le choix. Soit vous pouvez les poser sur vos genoux, par exemple, ou bien ou croiser les 2 mains, simplement. Et une fois que vous êtes dans cette position confortable, simplement ben, de fermer les yeux. Hein. C'est peut-être plus facile pour le petit exercice d'ici d'1 minute. Simplement fermer les yeux et puis essayez de centrer ou de vous centrer sur simplement votre respiration. Alors, l'idée, c'est vraiment d'observer cette respiration, notre respiration, sans vouloir la modifier. Donc, peut-être est-elle calme en ce moment, peut-être est-elle régulière, ou bien au contraire, peut-être un peu plus difficile, peut-être un peu plus saccadée. Et simplement observer. Et puis, nous pouvons aussi porter notre attention peut-être sur notre respiration, c'est-à-dire au niveau du nez. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Et juste observer simplement le mouvement de notre respiration. Il est fort possible qu'en ce moment, vous avez peut-être des pensées qui traversent votre esprit, des choses à faire, des choses encore à régler, ou qui n'ont pas été encore réglées. Et si c'est le cas, simplement remettre simplement votre attention sur votre respiration. Et on va encore poursuivre comme ça quelques instants. Et de nouveau, si on a des pensées, c'est pas grave, on la laisse passer. On revient encore un instant, jusqu'au moment où on entend le gong dans cet instant, sur notre respiration, et voir un peu comment ça se passe.
Voilà, on peut revenir en fait parmi nous ici dans l'instant présent. Et j'avais peut-être envie juste simplement, si c'est OK pour vous, de voilà, dire peut-être un mot ou deux sur comment ça s'est passé pour vous l'expérience ici à distance et vous laisser la parole. Vous pouvez réactiver votre micro, hein, on n'est pas beaucoup, donc vous pouvez aussi réactiver le micro. Bon, moi en tout cas, c'était très calme. Merci Denis. Ça pose en Mhm. plus, même pour nous en tant qu'intervenants, ça pose bien de pouvoir prendre ce temps avant de se lancer. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Merci Camille, merci d'avoir démarré. Est-ce que quelqu'un souhaite peut-être enchaîner ici? Oui, ça pose et surtout ça amène un calme et un centrage. Je trouvais que la respiration était plus ample à la fin. Hmm. Donc, bien là. Merci. Donc un changement à la fin plutôt alors. Une observation. Observer simplement qu'à la fin, il y a un changement dans cette respiration. OK, merci beaucoup. Super. Et j'ai donc Anne Merci. qui me dit de rester dans le ressenti pour l'instant. Super. Et Olivier qui n'arrive pas à brancher son micro. Eh ben, Ah, si ça ne marche pas, le micro, Olivier, vous pouvez évidemment mettre un petit mot dans la discussion. Euh, super. juste peut-être deux petites remarques simplement de ce que j'ai entendu ici pour l'instant. La première chose, c'est que ce petit exercice est un exercice qui peut être très bien approprié. Par exemple, si vous avez un moment important comme une réunion, hein, peut-être avant une réunion, ou bien justement vous avez eu un échange peut-être un peu plus compliqué ou lieu, c'est aussi pour faire la transition, simplement de faire ce petit exercice, tout simplement. Et ça vous permet, comme disait Camille, de revenir dans du calme. Et la deuxième chose que je voulais aussi dire de ce que j'ai en tout cas entendu, c'est qu'effectivement, rester dans le ressenti, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on change d'état et que c'est un état dans lequel on se sent bien et on aura envie d'y rester en tout cas plus longtemps que les 2 minutes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi, que vous avez aussi observé en tout cas dans l'exercice. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Je pose la question parce que comme moi je vois juste une personne dans mon micro. Voilà, je sais pas si d'autres ont envie de réagir ou dans le chat, quoi. Ça marche. Bah, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas Super, à nous mettre d'accord. un petit message si jamais il y avait quelque chose. Mhm. Euh, pour commencer, donc, notre discussion sur la pleine conscience, je vais justement vous demander votre avis à vous. Et aujourd'hui, alors en quelques mots, bien sûr, parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps à définir, mais pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que ce serait la pleine conscience? Vous pouvez aussi nous le dire à l'oral, si vous voulez rebrancher le micro et nous dire ce que ce serait pour vous. C'est une question très intéressante. Ouais. C'est le démarrage. Et très large, oui. Vous m'entendez? Oui, ça Ah, marche. Ah, c'est magnifique. parfait, magnifique. On est content. Alors, je vais peut-être commencer à essayer. Je sais pas, moi, la pleine conscience, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit Mhm, à ce webinaire. C'était pouvoir occuper l'instant présent et se débarrasser un petit peu de certaines pensées parasites. Mhm, Parce que, comme je l'expliquais dans l'exercice de la médiation que je vais sans doute engager d'ici un mois à peu près, mhm, euh, il va falloir que je sois pleinement conscient et en écoute attentive des personnes démédiées. mhm, Et malheureusement, on peut, surtout quand on est jeune médiateur et qu'on est même avocat, être mhm, complètement parasité par des pensées personnelles, des pensées professionnelles, et donc du coup des opinions et donc quitter un peu cet état d'écoute attentive qui est pourtant très important pour un médiateur. Voilà, donc j'ai imaginé que la pleine conscience, c'est ça, c'est occuper l'instant présent pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. mhm, mhm. mhm, mhm. Ouais, Super. ouais, merci beaucoup.
je ne vais pas réagir tout de suite. Je vais plutôt encore laisser la parole à d'autres, mais voilà, il y a plein de choses intéressantes dans ce qui vient de ce que j'ai entendu. Voilà. Ouais. Qui souhaite Est-ce que Anne partager? ou Anne voudrait intervenir? J'ai deux Anne. Là, on est de Anne, hein. Je veux bien. Pour moi, c'est la pleine conscience peut se passer quand on est en pleine présence. Donc, on travaille vraiment sa présence dans le ici maintenant. Et quand on est à l'écoute de soi, de ses ressentis, de son corps, de ses émotions, et qu'on arrive, alors après un travail ou en étant attentif à ne pas rentrer dans le piège des pensées action-réaction à ce qui se passe, mais bien avoir un esprit ouvert et voilà, et être même parce que c'est pas seulement la pleine conscience avec les autres, ça peut être la pleine conscience avec soi-même, avec ce que l'on fait, ou la pleine conscience dans la nature, dans la contemplation. Donc là, c'est vraiment être présent à ce que l'on fait. Essayer d'éteindre le mental. Ouais, super. D'autres choses? Quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose? C'est bon? Ok. C'est bon? Alors, il y a eu des choses intéressantes, effectivement, et il y a beaucoup de définitions. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup, que je vous livre ici, et qui ont déjà été en fait évoquées dans vos expériences, dans vos témoignages. C'est être là au moment où cela se passe. Alors, pour dire les choses de manière un peu plus ou de manière différente, on fait souvent preuve de présentéisme, c'est-à-dire que nous sommes là, on sommes bien là. On peut être ici, par exemple, dans cette réunion, mais par contre, notre esprit, lui, n'est pas là. Il vagabonde, et il faut savoir que le mécanisme des pensées, c'est quand même une pulsion, un peu comme la faim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Mais par contre, on se rend bien compte que ça va peut-être aussi nous gâcher une grosse partie, en tout cas, du plaisir. Alors, j'entendais tout à l'heure, effectivement, dans tous ces métiers d'écoute, et la médiation en fait partie, je crois que le principal outil dans la médiation, c'est l'écoute. Alors, l'écoute veut dire aussi d'être vraiment sans parasitage, ce qui est très, très compliqué, puisque de manière très inconsciente, très souvent, nous avons une sorte de pensée. Alors, on peut aussi être sur une certaine forme de parti pris, etc. Et bien entendu, quand on parle de médiation, on parle aussi généralement de tensions, de conflits, de sources de stress, etc. Et on sait qu'on a aussi un phénomène émotionnel qui vient s'ajouter à cela, et ce phénomène émotionnel va aussi clairement nous parasiter. Et donc, ça va un peu, même beaucoup, en tout cas, biaiser notre faculté d'observation et effectivement, être présent au moment où cela se passe, c'est-à-dire d'être vraiment présent. Et il y a aussi une autre chose que je voulais ajouter de ce que vous avez donné comme témoignage, c'est une présence à l'autre, mais c'est d'abord aussi et surtout une présence à soi. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment on va aussi être beaucoup plus sensible en fait aux signaux intérieurs que notre corps émet de manière permanente et de manière très 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 subtile, et qui sont des informations que très souvent en fait on ne capte pas, donc on ne sait pas les exploiter. Et c'est comme si, moi j'aime bien utiliser l'image, c'est comme si on passait d'une image 2D en une image, pardon, une image 3D. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir des choses que les autres ne voient pas, à sentir des choses que les autres ne sentent pas. Et pour terminer, je dirais qu'effectivement, il y a cette notion de reliance aussi à la nature, c'est-à-dire d'une manière plus générale aussi à notre environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je voulais aussi peut-être vous donner peut-être simplement qu'est-ce que la méditation en pleine conscience, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formes méditatives et en fait, moi, je vais tout simplement utiliser un mot, c'est un entraînement de l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme un muscle, ça se cultive, ça grandit, ça mûrit et ça se solidifie. Et donc, c'est vrai qu'au travers d'une pratique régulière, vous allez commencer aussi à améliorer en tout cas vos capacités cognitives grâce effectivement à cet entraînement. Alors, juste une petite anecdote parce que c'est démontré. On sait que les gens qui méditent ont généralement scientifiquement un cerveau
un peu plus développés que ceux des autres. Alors, ça veut pas dire que les autres sont moindres, mais ça veut dire aussi qu'effectivement, on va commencer aussi à développer des nouvelles connexions neurales. Et alors, un dernier point sur lequel je ne vais pas trop insister, mais il y a tellement de choses à dire, c'est que elle n'a pas d'objectif quantifiable. C'est-à-dire que, en fait, au travers des autres approches que nous faisons, hein, par exemple, je vais prendre un exemple, on va essayer de développer de nouvelles compétences. On se fixe des objectifs. Ben, en fait, il faut savoir que la méditation est peut-être justement un des domaines, voire peut-être le seul domaine où en fait il n'y a pas d'objectif quantifiable. En d'autres termes, je ne deviens pas un bon ou un mauvais méditant, je ne fais pas une bonne ou une mauvaise méditation, je médite. Et donc, toutes les expériences, quelles qu'elles soient, sont des expériences qui sont positives. Et donc, ça, c'est quelque chose voilà, auquel je tenais en tout cas à dire. Voilà Camille. Et donc, la petite méditation de début, c'est considéré comme une méditation de pleine conscience? Alors, tout à fait, puisque l'idée, c'est quand même en fait, on va dire ça comme ça, on sait très bien que l'esprit n'étant pas très stable de nature, hein, et petite parenthèse, les moyens aujourd'hui technologiques tels que les smartphones, etc., sont des gros mangeurs de présence et d'attention. Et donc, l'idée, c'est d'aller travailler sur ce qu'on appelle, alors il y en a plusieurs, mais de travailler sur un ancrage, quelque chose que nous avons en nous et dont en fait on n'a pas conscience. Hein, on respire, on ne pense jamais qu'il faut respirer. Ça se fait de manière inconsciente et naturelle. Et justement, l'idée, c'est d'aller chercher voilà cette encre qui est en fait immuable pour effectivement détourner un petit peu notre esprit, notre pensée de nos pensées, hein, qui sont ou des pensées qui peuvent être alors plutôt négatives comme de la rumination, etc. Ou alors de la projection qui sont simplement être tout le temps dans le futur. Mais ça veut dire que on n'est pas dans le présent, on est soit dans le futur ou soit dans le passé, et ce parfois de manière permanente. Ce qui est vraiment dommage, puisque le seul temps qui existe, en principe, c'est le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Voilà. Et ça peut être associé, la pleine conscience, à la spiritualité? Comment est-ce que toi, tu définirais ça? Alors, très clairement, oui, elle peut l'être, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de gens confondent aussi maintenant la spiritualité avec le religieux. Et puisque, en fait, c'est quand même un peu le sujet ici, c'est que c'est relié aussi au monde de l'entreprise. Il faut savoir que le monde de l'entreprise, d'une manière générale, c'est pas un monde de spiritualité, hein, c'est un monde qui est un monde de réalité basique, concrète, de cause à effet, d'opérativité, etc., et de recherche de résultats. Hein. Maintenant, si on interroge les responsables sur, par exemple, l'importance de développer des valeurs fortes dans l'entreprise, c'est du domaine de la spiritualité. Si vous leur demandez s'ils sont intéressés de savoir comment prendre de la hauteur ou de ne pas perdre le nord pour naviguer dans un monde qui est de plus en plus incertain, bah, c'est vrai que la méditation est en fait une réponse qui est très satisfaisante. La même chose aussi pour, par exemple, faire la différence entre des décisions qui soient motivées, alignées, plutôt que fondées sur la peur ou le fantasme. Et donc là aussi, effectivement, la méditation peut donner, entre autres, aussi sa réponse. Et cerise sur le gâteau, hein, développer, ça va permettre aussi de développer une écoute de meilleure qualité avec ses proches, avec ses collaborateurs, avec ses clients. Hein, et bien entendu, quand vous dites ça ou vous proposez ça, je dirais, aux personnes, ben souvent, ils sont très preneurs quand même. Hmm. Et toi qui as du coup une grande expérience dans l'entreprise, Mhm. sur des thématiques RH, management, organisationnel, comment Mhm. est-ce que tu es venu intégrer la pleine conscience dans ce travail-là? Oui. En fait, c'est comme d'habitude, c'est devenu par hasard. C'est-à-dire que d'abord, je l'ai utilisé pour moi-même, c'est-à-dire qu'en tant que coach, c'est un peu comme les rôles de médiateur ou tous les rôles un peu d'écoute. C'est qu'en fait, j'ai vraiment augmenté ma qualité de présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parlait en coaching, j'étais vraiment là. J'étais vraiment là avec lui. Et donc, du coup, ça amène aussi dans le transfert chez la personne, ça amène aussi cette capacité de se sentir reconnu, de se sentir écouté. Et dans l'expérience que j'ai eue, enfin que j'ai ici au niveau de mes clients, souvent dans mes interventions, bah, ils parlaient d'angoisse, de stress, de perte de sens, de surcharge de travail et parfois aussi une sensation de déshumanisation. Et en fait, c'est vrai que tout ça, bah,
ça va affecter leur prise de décision, leur capacité de discernement. Et donc, effectivement, on en revient aussi prendre des décisions. C'est aussi la capacité qu'ils avaient aussi parfois de gérer ou de mal gérer leur énergie en cours de journée. Et également aussi, ça a affecté aussi leurs relations au sens le plus large du terme, que ce soit professionnel ou que ce soit privé. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, moi, ce que j'ai vu aussi observer dans les groupes que j'animais, des gens en fait qui n'étaient pas là, ou qui n'étaient plus là, qui étaient occupés sur leur smartphone, occupés sur leur ordinateur. Et donc, en fait, vraiment une qualité de présence qui était plus là, et donc qui perdait en fait une grosse partie de l'information et de l'essence même de là où ils étaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à introduire, en tout cas, la pleine conscience en me disant, tiens, ça, c'est des choses qui pourraient vraiment, des petits trucs, des petits exercices qu'on a fait, ça pourrait être vraiment intéressant, utile, ça pourrait être aidant pour eux. Et en fait, j'ai surtout, dans un premier temps, en fait, vraiment abordé cet aspect-là pour la gestion principalement du stress. Mais on va y revenir peut-être un petit peu juste après, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la pleine conscience, aujourd'hui, c'est à peu près 8500 études qui sortent chaque année sur les bienfaits et les fondés de la pleine conscience. La pleine conscience peut aussi, dans un domaine professionnel, nous apporter beaucoup plus que cette notion de gestion du stress. Donc voilà un peu comment j'y suis venu. C'est vraiment mes clients qui, en fait, ont commencé à me donner des signaux, en tout cas forts, de ce qu'ils vivaient. Et je me suis rendu compte que la pleine conscience, en fait, les aidait vraiment, et pour eux, mais aussi moi, dans ma capacité à pouvoir, en tout cas, pratiquer mon métier. Super. Et je reviens juste sur la Oui. partie d'avant, puisque Mhm. Anne se demandait justement par rapport à la spiritualité, Mhm. comment toi, est-ce que tu pourrais définir la spiritualité? La spiritualité, c'est en fait, pour moi, elle est fort. Oui. On m'entend? Oui. Alors, la spiritualité, dans le sens où moi je l'entends, c'est vraiment cette notion de passer, notamment au niveau des valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et par exemple, quand je parle de spiritualité, si vous connaissez peut-être un outil que vous connaissez assez bien dans le monde de l'entreprise, qui est en fait la pyramide de Maslow, il y a aussi une pyramide qui a été faite sur les niveaux, les différents niveaux de conscience qu'en fait dans une entreprise sur lesquels on peut aussi accéder, avec souvent ce qu'on appelle des niveaux relativement primaires, qui sont plutôt sur la notion simplement de survie. Voilà, une entreprise, il faut qu'elle rende de l'argent, en tout cas des ressources, si elle veut continuer à prospérer. Et si elle veut maintenant, après, commencer à se développer vers des niveaux, je vais dire, plus intéressants, c'est-à-dire commencer à créer des choses novatrices pour le monde, commencer à effectivement développer des qualités de relation, je dirais aussi dans les organisations, eh bien ça demande aussi de pouvoir accéder à d'autres niveaux de conscience. Et là commence effectivement un travail par le leader, puisque c'est lui qui va influencer, qui va influer en tout cas ces valeurs au sein de l'entreprise. Et donc oui, effectivement, le mot de la spiritualité est un mot qui est très important. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de conscience, et là, c'est encore un sujet très, très important, mais c'est effectivement le rôle sociétal que l'entreprise occupe ici dans le monde, et quel est aussi son impact environnemental sur lequel, effectivement, elle doit être vigilante. Donc, elle doit aussi, effectivement, amener cette transformation par des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Et, bonne nouvelle, c'est que ce genre de travail est quelque chose qui effectivement se fait aujourd'hui et se développe avec des outils extrêmement concrets, même si on parle de spiritualité. Donc c'est dans ce sens-là que je l'entends, mais je voulais surtout vraiment aussi un petit peu décentrer, séparer vraiment le côté spirituel du côté religieux, parce que tout de suite, parfois quand les gens entendent spirituel, tout de suite ça les braque, ça les ferme. On n'est pas du tout dans cette dimension-là, en tout cas ici. Ça marche. Merci, merci pour cette réponse. Par rapport à justement donc à l'application qu'on va avoir de la pleine conscience, Mhm. quelles sont les améliorations
qui ont été notés avec la pratique de la pleine conscience? Oui, en fait, plusieurs applications possibles, hein, simplement au niveau de la santé, hein. On sait que, par exemple, je l'ai déjà cité, c'est vrai qu'au niveau du stress, la méditation est souvent très répandue et très connue pour ça. Il paraît qu'elle peut aussi avoir, et maintenant c'est démontré aussi, avoir des effets positifs sur le vieillissement, hein, notamment de notre cycle ADN. Elle est aussi efficace contre certaines maladies auto-immunes, ça on sait également. On peut retrouver aussi des impacts sur l'efficacité personnelle, l'amélioration par exemple de la concentration, hein, ça on en a déjà touché un mot. Des qualités relationnelles, hein, qui sont aussi recherchées. On sait que voilà, des équipes qui s'entendent bien, qui communiquent bien entre elles, sont des équipes qui marchent et qui donnent aussi, je dirais, de meilleurs résultats. Et donc, ça va permettre aussi de développer de l'empathie, du courage, ou bien aussi ce qu'on appelle de l'intuition, hein, qu'on ne citait que cela. Je peux dire aussi que, et c'est surtout ce que j'enseigne, la pleine conscience, comme je l'ai dit, ne se limite pas au stress, ça permet aussi une véritable transformation intérieure, et donc, c'est-à-dire un meilleur rapport à soi-même, une manière de se voir, une manière de s'appréhender, et donc aussi donc, ce que j'appellerais sa manière d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour effectivement cette notion de leader, puisqu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'attentes, en tout cas, sont portées sur la qualité d'être des leaders. Ok. Et par rapport justement aux entreprises, comment elles rentrent dans le cadre professionnel? Mhm. Ben, en fait, par exemple, ce que j'entends, c'est que la pleine conscience, elle revisite les moyens pour moi d'atteindre l'excellence, hein, d'une manière plus douce et surtout en faisant appel à ses ressources internes, à ses ressources personnelles, et ainsi que, par exemple, ce que j'appellerais ces compétences dites somatiques, hein, c'est-à-dire celles du corps. Hmm, ça marche. Hein. Si je prends un exemple, hein, simplement, une des compétences les plus demandées pour un responsable, c'est en fait de prendre des décisions, hein, et surtout des décisions souvent qui vont impacter les autres. Et donc, c'est vrai que la masse d'informations auxquelles il est sollicité, etc., plus la gestion des émotions auxquelles il est soumis chaque jour, ne va pas faciliter sa tâche. Et donc, se baser sur des éléments simplement décisifs, ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai que l'intuition joue aussi un rôle capital. Et donc, par exemple, dans la pleine conscience, on utilise une technique qu'on appelle la focalisation. Et cette technique, en fait, elle permet de puiser dans notre sagesse inconsciente et de venir enrichir par des éléments pertinents des choses qui peuvent faire balancer la balance d'un côté ou de l'autre, hein. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas facile aujourd'hui de faire la différence entre l'intuition, l'angoisse, par exemple, ou le fantasme. Et par exemple, ce qu'on voit, c'est que le corps, il sait déjà bien avant la tête, hein. Et donc, si on sait aussi utiliser ces compétences somatiques pour prendre des décisions, c'est-à-dire de bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont alignées, eh bien, effectivement, ça peut vraiment être en fait un avantage certain par rapport à d'autres qui vont effectivement réagir à la peur, à l'angoisse, au fantasme, etc. Et donc, ça permet de prendre des décisions. Par exemple, si je prends un exemple ici, de prendre un exemple des décisions qui sont dites plus éclairées. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple d'entreprise que tu as accompagné et qui a vraiment témoigné d'un avant et d'un après? Oui, très clairement. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je voulais justement, en parlant de ça, ou en entendant la question, c'était aussi dire, mais tiens, au niveau des collaborateurs, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent surtout attendre, je dirais, ils peuvent attendre en tout cas d'un responsable. Et aussi, aujourd'hui, on sait que maintenant, par exemple, il y a de plus en plus de pertes de sens. On se pose la question de dire, mais tiens, est-ce que vraiment ce que je fais est vraiment utile et indispensable? Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un niveau d'exigence qui se fait de plus en plus au niveau des collaborateurs par rapport, je dirais, à leurs responsables, hein, à leur leader. Et c'est vrai que pour le leader, avoir toute une série d'outils est quelque chose qui est en fait intéressant.
Et donc, moi, pour répondre à la question donc, que tu me posais, c'est vrai que j'ai déjà accompagné déjà quelques équipes et quelques leaders ici, notamment en coaching. Et aujourd'hui, les gens viennent surtout aussi me trouver parce que je commence un petit peu à avoir cette casquette aussi de pleine conscience. Et pas simplement pour des questions, comme je l'ai dit, pas simplement pour des questions de stress, ce qui est déjà pas mal, mais aussi pour les apprendre, en fait, à beaucoup plus exploiter aussi leurs ressources personnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des ressources notamment somatiques. Hein. Les gens qui viennent en coaching, par exemple, ben, ils viennent souvent pour être accompagnés sur, écoutez, j'ai une décision difficile à prendre, aidez-moi. Et je dis, ben, en fait, vous allez commencer à vous aider par vous-même et en les mettant dans des situations de pleine conscience avec des outils et des exercices, ils peuvent commencer effectivement à avoir en fait une certaine sensibilité différente pour prendre, entre autres, voilà, des décisions. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, si moi, dans mon entreprise, je suis RH et je souhaite que mes collaborateurs aient accès à ces outils, comment ça fonctionne? Quelle est la démarche que tu suis? En fait, il y a deux axes principaux. Hein. Il s'agit, par exemple, pour les collaborateurs, pardon, bah, il s'agit d'un premier temps peut-être de démarrer par une petite conférence, expliquer exactement ce que c'est, mais surtout aussi ce que ce n'est pas, parce qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a parfois beaucoup de confusion par rapport à ce terme. J'ai entendu tout à l'heure le terme de pleine présence. Moi, j'aime bien ce terme-là aussi. Je trouve que il fait peut-être moins peur et qu'il est en lien aussi avec ce qui nous concerne. Et ça permet en tout cas d'améliorer différentes qualités, notamment relationnelles, mais aussi cette notion de stress, puisque aujourd'hui, ben, on voit aussi quand même que beaucoup de gens sont en souffrance au niveau du travail. On parle aussi beaucoup d'épidémies. Alors, bon, moi, je suis belge, hein, et donc, mais j'imagine qu'en France, les choses sont à peu près pareilles, mais en fait, j'entendais qu'il y avait plus de gens aujourd'hui chez nous en arrêt maladie que au chômage. Donc, ça pose question. Ça pose vraiment question. Et là, je crois qu'il y a des choses vraiment, enfin, urgentes à faire. Et donc, ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pour les collaborateurs et puis leur donner aussi, alors, des petits ateliers qui leur permettent aussi de pouvoir connaître un peu l'ABC finalement de ces pratiques et de pouvoir le mettre d'une manière autonome en fait pour eux. Maintenant, le deuxième volet pour les managers, c'est un peu plus complexe hein, parce que ce que je propose souvent avec ma collègue Anne, on propose un parcours plutôt identitaire hein, et là où on va effectivement introduire les apports de la pleine conscience ainsi que des neurosciences pour effectivement développer leur leadership et la qualité de leadership. Par exemple, pour revisiter un petit peu les grands classiques, aujourd'hui, ce qu'on ne fait plus, alors que j'ai donné ça pendant des années, moi, je ne donne plus de formation sur la gestion du temps parce que je trouve ça un peu incohérent. Par contre, aider les gens à mieux utiliser leur énergie au cours de la journée, et juste le petit exercice non suffisant, mais c'est déjà ça, qu'on a fait tout à l'heure, leur permet aussi peut-être de prendre et de se ressourcer hein, entre deux tâches, entre deux événements, comme par exemple se mettre en condition, comme je l'ai dit, pour démarrer une réunion. Mais c'est aussi prendre conscience aussi peut-être de nos protections et aussi peut-être utiliser, alors ça c'est un mot qui est vraiment nouveau aujourd'hui et qui en fait de nouveau est mal compris, c'est le mot de la vulnérabilité. C'est-à-dire que en fait, avant, il fallait absolument montrer qu'on était infaillible, etc. Et aujourd'hui, ben, on voit que en fait, plus on peut aussi se montrer sur sa vulnérabilité, plus aussi on peut être proche des autres et donc plus aussi on peut rentrer en relation avec les autres. Et donc, la vulnérabilité, mais je vais pas développer ici, c'est pas le but, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est l'autre face, je dirais, de la force. Et donc, j'en ai déjà parlé, c'est développer des relations plus efficaces avec les autres aussi, hein, et je l'ai parlé, donc ça, je vais pas le dire, c'est aussi comment je vais développer ma concentration et muscler effectivement le muscle de l'attention. Voilà un petit peu Ok. en quelques mots. Mais je ne sais pas si Merci. par rapport à ça, enfin, je ne sais pas, Camille, peut-être peut-être que ça a fait, voilà, peut-être que ça a fait réveiller des choses, ou peut-être que ça, voilà, ça a suscité peut-être des questions ou des réflexions. Donc peut-être
laisser aussi un peu ce temps pour ne pas être dans un monologue, mais aussi d'être dans un dialogue. Donc voilà, si jamais vous avez des réflexions, des choses qui vous ont peut-être ah, ça fait tilt ou vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Et comme ça, je prends un petit verre d'eau en attendant. Est-ce que vous avez rencontré justement des situations, peut-être vous, dans votre milieu professionnel, vous avez pu vous dire, ben là, il aurait fallu que ce soit différent parce que il y a dysfonctionnement et on se sent mal à l'aise quoi, dans ce milieu professionnel. Je vous laisse, hein, moi, j'en ai rencontré en tout cas des situations où je pense que j'aurais eu bien besoin d'outils justement à la fois pour moi, pour appréhender certaines situations, et à la fois à proposer justement à l'entreprise pour essayer d'être, on va dire, meilleur sur différents aspects de fonctionnement. Pas forcément justement plus performant, ou en tout cas pas au niveau du chiffre d'affaires, de suite se dire bah, il faut mettre la pleine conscience pour faire plus de chiffre d'affaires, mais juste pour mieux fonctionner ensemble. Mm. Euh, Parce que parfois, il y a des entreprises qui arrivent à faire des chiffres d'affaires énormes sans être forcément, on va dire, dans un fonctionnement interne agréable, quoi. Mm. Mm. Ceci étant, il y a quand même, enfin moi j'ai eu accès à des études qui démontrent clairement que si l'esprit dans les équipes fonctionne bien, fonctionne mieux, souvent les résultats suivent. Alors il faut quand même aussi rester très terre à terre et connaître la destination ou la finalité d'une organisation, c'est aussi pour se développer. Et donc effectivement, ça peut être j'ai bien dit un des ingrédients qui vont pouvoir, en tout cas, permettre, faciliter, je dirais, cet accès. Maintenant, il faut, comme toute pratique, toute discipline, faire très attention de ne pas rentrer dans des jeux de manipulation et de pouvoir penser que c'est la panacée universelle et qu'on va mettre tout le monde dans le même moule, ce qui serait vraiment une erreur. Hmm. Olivier, je vois que vous avez rallumé le micro. Est-ce que vous vouliez partager quelque chose? Bah, non, rien. Vous pouvez dire, est-ce que j'ai déjà rencontré des situations comme celle-là? Bah, évidemment. Moi, en tant qu'avocat, Mhm. je vis le conflit tous les jours. Et depuis que je fais de la médiation, je me suis rendu compte de situations qui auraient pu être bien différentes si on avait pris le temps de se poser, de s'écouter, de discuter. Et donc, sans parler de chiffre d'affaires, mais ça peut être une conséquence. C'est un outil et la pleine conscience. Moi, je ne pratique pas la pleine conscience. Hein, je venais un petit peu en curiosité aujourd'hui, mais je pense que c'est un des outils qui permet, par exemple, dans une entreprise, que les collaborateurs se sentent bien dans leur travail, dans leur rapport à leurs autres collègues, dans le rapport aussi avec les valeurs que défendent les entreprises, parce que aujourd'hui, on demande de plus en plus, et c'est même dans le code, dans le code de commerce ou dans le code des sociétés, que les entreprises se dirigent vers la détermination de valeurs cardinales de l'entreprise. Et se poser la question, je pense que la pleine conscience aide énormément à savoir quelles sont les valeurs qui nous animent, des questions qu'on se pose pas véritablement dans une entreprise. Et c'est bien, ça permet d'entraîner un petit peu tout le monde, ça permet de travailler différemment. Et sans doute que une des conséquences de ça, ce sera du chiffre d'affaires supplémentaire, c'est possible. Mhm. Ou en tout cas, des charges en moins, parce que ce soit des licenciements ou des arrêts maladie, que vous expliquez l'arrêt maladie, je suis d'accord avec vous, c'est se priver de quelqu'un, d'un collaborateur à un moment donné, c'est préjudiciable. Moi, dans un petit cabinet, je peux vous assurer qu'un arrêt maladie, c'est Ouais. préjudiciable. Ouais. Et que donc, les tensions, si elles peuvent être résolues comme ça, en amont, de manière amiable, et sans doute en pleine conscience, c'est d'autant mieux. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, j'adhère complètement à vos propos et pour aller dans votre sens. Euh, je voyais, en tout cas, aujourd'hui, maintenant, il y a des études qui démontrent que, en fait, les entreprises qui vont
perdurer sont des entreprises qui, effectivement, vont aussi être regardées puisqu'on est de plus en plus observé, donc voilà, par les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce qui est très important, ce n'est plus vraiment ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites. Et donc, ça amène aussi que les entreprises soient en tout cas au clair par rapport à comment, en fait, ils génèrent de l'activité ou de la croissance. Et donc, le comment va être aussi lié, ou aussi des scandales vont être aussi liés à comment ils traitent notamment leur personnel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'effectivement, il y aura des préjudices, des conséquences qui sont financières. Maintenant, autre chose aussi, c'est que effectivement, on le voit maintenant, il y a des programmes RSE, etc., qui se développent de plus en plus ou autres. Mais effectivement, les entreprises sont également soumises de plus en plus aussi à des restrictions qui sont environnementales, sociétales, etc. Et donc, aujourd'hui, ben, on regarde aussi, tiens, chez qui on va, chez qui on a envie de travailler. On parle beaucoup de la grande démission aujourd'hui, parce qu'effectivement, là où il fait bon vivre, il fait bon travailler, quoi. Et donc, c'est pas en arrivant au Club Med, même si le mot travail, étymologiquement, c'est un objet de torture. L'idée, c'est quand même voilà, de soigner tous ces aspects-là et que, comme vous l'avez dit, alors je peux encore imaginer encore plus, hein, plus on est une petite équipe, plus je dirais le moindre manquement, ben, ça fait directement, on touche directement hein, à l'efficacité du cabinet ou de l'équipe. Et donc effectivement, c'est très important. Ouais, exactement, tout à fait. Je ne sais pas si Anne a envie d'ajouter quelque chose, ça m'intéresserait de voir aussi un peu son avis. C'est de moi que tu parles, de nous. Oh, ben les deux Anne. Ah, les deux, à nous de Anne H, alors. Oui, on va l'écouter Voilà. parce que nous l'avons vu noter aussi. Donc, oui, est-ce que ça fait écho dans votre pratique? On peut écouter l'autre Anne aussi. Ah Oui, bien sûr. Allez-y. Mais moi, oui, ça me parle énormément d'abord parce que je le pratique moi-même et depuis très longtemps aussi. Ça fait bien plus de 15 ans, quand j'étais dans une vie managériale complètement de folle, et c'était déjà une pratique qui était aux États-Unis et au Canada. Et donc, j'en ai moi-même éprouvé les bénéfices tangibles et c'est quelque chose de durable et qui est en fait, je dis, facilement praticable et facilement transportable. Parce que je voyageais beaucoup, hein, donc il y a une application individuelle, mais moi je le vis surtout ici, je dirais depuis plus de 15 ans, avec l'accompagnement des équipes et qui permet justement une autre approche, je dirais, de l'intelligence émotionnelle. Ça permet d'inclure aussi l'intelligence corporelle et donc aller vers un meilleur équilibre de ces différentes intelligences. Et comme disait Olivier, ben, en fait, les résultats, hein, la performance, tous ces grands mots dans notre société, ben, je dirais, résulte d'un équilibrage, je dirais, intérieur et relationnel en altérité qui va faire que il y a plus de confiance, il y a un autre type de dialogue. Et tout ce qu'on entend, le stress management, le burn-out, la gestion des conflits et tout ça, ben, ça prend une autre mesure parce qu'on travaille d'abord une autre posture, une autre écoute, une autre ouverture. Et puis, se responsabiliser, je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui, au-delà de l'authenticité, la résilience, l'adaptabilité, tous ces magnifiques mots. C'est comment est-ce que moi, déjà, avec moi, je fais ma petite part de colibri. Et puis, il y en a qui ont la capacité d'être leader, d'être inspirant, de donner l'exemple, de donner de l'énergie aux autres. Et je crois que l'enjeu, il est en fait dans vivre ensemble, et ça, c'est être. Denis, tu avais insisté sur la qualité d'être, c'est super important. Ce n'est pas une question hiérarchique, c'est vraiment un choix relationnel. Et puis, c'est agir, c'est faire des choses ensemble. Et là, avoir un meilleur discernement et assumer les conséquences de choix conscients, je pense que c'est ce dont toutes nos entreprises ont besoin pour aujourd'hui créer ce climat, cet environnement,
au-delà de tout ce qu'on entend, hein, un cadre sécuritaire, risques psychosociaux, machin. Moi, je crois que c'est vraiment aller vers comme, où il fait bon vivre, ben, il fait bon travailler. Et donc, on sera mieux connecté aussi à du plaisir, à de la joie. Et ça, c'est une ressource inépuisable. Mhm, 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 Voilà. mhm, mhm. Merci Anne. Merci Anne. Oui, moi j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. La notion de responsabiliser, c'est être conscient aussi et pleinement conscient des responsabilités de ses paroles, de ses actes et des conséquences de ses actes. Pas seulement des actes, mais aussi des conséquences. Donc, Denis, vous êtes coach en systémique. Je pense que là, de ce dont on parle aussi, c'est beaucoup de systémique. C'est Mhm, regarder au bout de son nez ou dans son service, mais comment ça agit sur le système. Parce que dès qu'on bouge quelque chose quelque part, tout bouge. Et de oui. ne pas en avoir conscience empêche justement d'avoir un équilibrage de l'ensemble du système et des fois de bouger à un endroit mais pas porter son regard sur le système, ça peut encore avoir des conséquences pires que ce qu'on pensait pouvoir résoudre. Et là, justement, dans les risques psychosociaux que vous mentionnez, Anne, je pense qu'on est beaucoup dans ça. C'est on met en place des systèmes palliatifs, curatifs ou je ne sais pas quoi, mais on n'est pas dans le travail en amont d'identifier la cause, et donc vous en parliez bien, hein, avec la perte de sens. Et on voit, voilà, je pense aussi aux nouvelles générations, et ils vont pas être aussi dociles que les générations de leurs parents, de faire jusqu'à craquer. Si ça ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes et ça me convient pas, je prends pas de plaisir, je perds mon énergie, donc je pars. Et ça, c'est aussi un enjeu. La conscience, la prise de conscience, la pleine conscience et la conscience collective me semble un enjeu fort pour le monde de l'entreprise. Mhm. Ouais, complètement, complètement, effectivement, et cette notion de systémique, de monde complexe, de monde surtout à un avenir hein, qui est complètement incertain. On parle de plus en plus aussi de cette notion de résilience qui est en fait très importante, plutôt que de performance, et donc comment on peut résister aussi aux différents chocs qu'on est en train de vivre, hein, et on ne connaît pas ceux qui vont arriver. Donc, on a beaucoup de défis et donc, effectivement, on a aussi, je pense, enfin, ça, c'est mon point de vue, je pense qu'on a aussi, alors, besoin d'autres ressources et des ressources peut-être originales de ce qu'on a toujours utilisé. Hein. Et c'est en cela que peut-être, effectivement, ça va donner, je dirais, la pleine conscience, c'est peut-être effectivement une raison, en tout cas, ou une possibilité différente, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'atteindre une forme d'excellence et dans beaucoup de dimensions. Euh, une dernière chose que j'ai envie juste d'ajouter, le côté quand même, je trouve génial de la pleine conscience, c'est que en fait, vous pouvez évoluer donc dans votre pratique et passer peut-être un peu à des niveaux supérieurs. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez atteint un niveau, vous ne redescendez jamais. C'est pas comme le sport qui est ingrat. Une fois qu'on arrête, on perd les bénéfices. Ici, les bénéfices restent. C'est ça qu'il faut aussi savoir. Donc, c'est vraiment une transformation en profondeur. Et d'ailleurs, en fait, on dit souvent que quand on commence un petit peu à s'y mettre, il faut à peu près 8 semaines pour que les gens commencent à voir un peu parfois des résultats. Et ces 8 semaines, c'est pas du hasard, c'est que en fait, effectivement, vous allez commencer à créer de nouvelles connexions neurales dans votre cerveau. Et donc, effectivement, vous allez avoir des transformations qui sont effectivement visibles et profondes et durables, je dirais, sur votre cerveau et donc sur votre capacité aussi à amener des actions différentes. Voilà ce que je voulais aussi peut-être dire ou rajouter. Super. Merci, Denis. Et pour faire la transition, du coup, avec justement ce dont tu parles, les outils et le fait de mettre en place des routines, d'être accompagné dans ce travail-là, parce que c'est quand même pas facile. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans ce travail. Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme accompagnement?
Alors, comme je l'ai dit, il y a deux natures, hein. Il y a vraiment, je veux dire, l'utilisation de la pleine conscience au sens propre du terme. Et donc, finalement, c'est des formations qui peuvent s'appliquer et aussi bien aux gens de manière personnelle et privée. Ils vont le faire de manière, voilà, ils vont pas le faire forcément via l'organisation. Ou bien, comme moi, j'ai déjà eu l'occasion aussi de le faire, c'était d'offrir aussi à son personnel la possibilité de suivre des enseignements pour pouvoir, en tout cas, avoir les techniques et pouvoir s'en sortir. Mais ce qu'on a aussi, et c'est, l'idée, c'était aussi de joindre finalement notre expérience. Alors, je dis notre parce que Anne travaille avec moi, mais notre expérience aussi de consultant, formateur, etc., et de coach, et de pouvoir en tout cas l'associer en fait aux outils de la pleine conscience. Et ça a donné, en fait, peut-être que j'ai une dia, je crois que oui, oui, ça a donné en fait un parcours sur mesure, sur effectivement, où on va travailler pendant 6 ateliers d'une demi-journée à peu près chacun. On va travailler en fait sur l'apport de la pleine conscience pour, je dirais, des responsables, hein, des managers ou des leaders, pour les introduire aux techniques de base, pour réfléchir avec eux sur quels sont les enjeux actuels pour un leader et comment est-ce qu'il doit se positionner. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, les attentes sont plus du tout les mêmes. Alors, je pense que c'est Anne qui a évoqué la notion de jeûne, et on assiste à ce qu'on appelle un mercenariat, voilà, où maintenant les gens n'hésitent pas à partir. On l'a vu avec la période Covid. Je crois que c'était vraiment un accélérateur de conscience où les gens, en fait, chez nous en Belgique, par exemple, dans le système Horeca, c'est une catastrophe. On ne trouve plus personne parce que tout le monde est parti, parce que les gens aussi ont commencé à prendre conscience qu'ils pouvaient aspirer à une autre vie, etc., dans un secteur qui n'était pas du tout bien considéré, et donc ils veulent autre chose, hein. Et donc, aujourd'hui, bah, en fait, on rejoint une entreprise et on quitte un chef. C'est aussi une formule assez connue. Et aussi, c'est intéressant aussi pour le leader bah, de réfléchir à tiens, quels sont les enjeux aujourd'hui. Et puis ensuite, de travailler avec lui les qualités humaines en fait, que les gens recherchent chez un leader et comment on peut les développer, et au travers notamment des outils de la pleine conscience. Avec un quatrième atelier qui est pas neutre, c'est la notion de compassion, hein. Et donc ça, c'est vraiment une notion qui est encore peu répandue et peu connue, mais c'est comment en fait on peut aller vraiment dans le développement de son leadership. Et la compassion, en fait, au sens premier du terme, c'est juste en fait simplement transformer sa souffrance en joie. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité de le faire, c'est comment je reste dans l'instant présent. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc aussi, ben ça, j'en ai un petit peu abordé, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi la capacité à pouvoir manager son équipe ou son organisation par des valeurs. Et le dernier atelier, c'est aussi la question de l'énergie. On parle aussi de cette notion de flow, hein, comment rester dans le flow, comment est-ce qu'on peut repenser en fait son rapport au temps. Et en fait, on se rend compte que grâce à la pleine conscience, il y a des gens tout à l'heure qui disent bah, moi, je sens un peu du bien-être. Il y en a d'autres aussi qui disent que ça énergise énormément. Alors, après, j'étais pas là, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, mais j'ai lu quand même que le Bouddha, paraît-il, dormait 4 heures par jour et qu'il était en pleine forme. Et il paraît qu'effectivement, et enfin, moi, je l'ai vécu en tout cas. C'est clair que ça énergise énormément aussi, et donc c'est aussi notre capacité à plutôt d'être dans la gestion pure et dure du temps. D'ailleurs, le temps ne se gère pas, on se gère dans le temps. C'est comment aussi on peut justement gérer son énergie, ou en tout cas la distiller, pour effectivement ne pas arriver en fin de journée complètement épuisé. Et ça aussi, en fait, la pleine conscience peut aussi nous aider. Donc voilà, Camille, pour répondre un peu à ta question, c'est un parcours qu'en fait on anime aussi voilà, en co-animation, en duo avec Anne, et qu'on propose aussi aux entreprises. Alors, telle qu'elle est dans cette forme-là, ou dans une forme aussi adaptée, parce que voilà, ça dépend aussi un petit peu des besoins de chacun. Et là, effectivement, ça peut alors à ce moment-là devenir, comme je l'ai marqué là, un parcours qui devient sur mesure, quoi. Mais là, ici, il y a la matière pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le proposer et de le délivrer.
Voilà. Mmh. Super, parce que oui, on voit que ça balaye vraiment des thématiques très variées et je Mhm. pense que parfois les gens n'ont pas conscience à quel point on va balayer tout un métier en fait, différents les enjeux, les qualités humaines, comment manager l'équipe, l'organisation. On va balayer tout un tas de thématiques, vraiment, riches. Oui, 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 tout à fait. C'est le but, hein. C'est le but. Et comme je l'ai dit, bah, par effectivement des pratiques méditatives, ce qui pourrait paraître étonnant dans un premier temps, mais effectivement qui et là, comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, la question de l'efficacité ne se pose plus puisque les études n'arrêtent pas de sortir et qui démontrent encore de nouveaux champs d'application. Donc, on n'est qu'au début. Je pense qu'on est qu'au début. Oui, et juste un joli témoignage. Nous avons un client qui, lui, l'a introduit depuis, allez, juste pendant le Covid, ils ont commencé, mais ils l'ont lancé surtout après Covid. Aujourd'hui, ils ont dédié toute une pièce, ils ont fait du réaménagement des bureaux et ils ont dédié une pièce où ils ont mis, on va dire, des gros poufs et vraiment un endroit où les gens peuvent aller pas juste faire la sieste, mais se relaxer et pratiquer justement la pleine présence et se recentrer. Et donc, ça, c'est aussi une tendance que vous allez voir va se confirmer. C'est pris en compte dans les espaces. Mhm. Mhm. Tout à fait. Bien. Je vois que le temps, on arrive à la fin de ce petit webinaire. Je te laisse la parole de conclusion, peut-être Camille, ou de pas de conclusion, mais oui, de Hem, clôture. exactement. Est-ce que si en tout cas, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis, dans le chat le programme donc dont Denis a parlé, Être leader aujourd'hui, pour voir un peu le contenu. N'hésitez pas aussi du coup, ben, on reste en contact, enfin voilà, je remets les contacts aussi dans le chat si jamais, vous souhaitez, ben, continuer juste à discuter déjà, de ces problématiques-là qui sont quand même, très riches et il y a des tas de choses, à voir et à dire dessus. Et puis voilà, peut-être juste un petit retour, à chaud, en tout cas, si vous avez un petit mot, à nous dire, sur cette rencontre, nous sommes à votre écoute.